Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues. C'est avec beaucoup d'attente que le groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste porte ce débat sur le devenir de l'éducation prioritaire, une des rares politiques nationales visant à lutter contre les inégalités sociales. Certes, celle-ci répond aujourd'hui imparfaitement aux enjeux. Le président Lafon, avec notre collègue Roux, avait par exemple rédigé un rapport l'an passé qui pointait très justement certaines carences dans la définition de la carte de l'éducation prioritaire. Je rappellerai ici ce chiffre : 70% des élèves socialement défavorisés ne sont pas scolarisés en REP ou en REP+. Il est donc indispensable d'améliorer le dispositif afin de consolider ces deux objectifs que sont la justice sociale et l'élévation du niveau de connaissance des élèves, en travaillant en réseau, car c'est aussi cela l'intérêt de l'éducation prioritaire. Elle ne se résume pas, même si c'est évidemment très important, à des moyens supplémentaires, mais fait travailler ensemble différents acteurs territoriaux au service de la réussite éducative. Le premier article du Code de l'éducation indique clairement que le service public de l'éducation contribue, je cite, « à l'égalité des chances et à lutter contre les inégalités sociales et territoriales en matière de réussite scolaire et éducative ». Il reconnaît que tous les enfants partagent la capacité d'apprendre et de progresser. Il veille à la scolarisation inclusive de tous les enfants sans aucune distinction. Il veille également à la mixité sociale des publics scolarisés au sein des établissements d'enseignement. J'arrête là la citation, en notant que la réalité est malheureusement tout autre, puisque la France reste en queue de peloton pour la résorption des inégalités scolaires et sociales. De trop nombreuses fermetures de classes en éducation prioritaire sont annoncées cette année encore. Cela affaiblit les dédoublements mis en œuvre par ailleurs, et c'est particulièrement incompréhensible en ces temps de crise sanitaire où distanciation physique et soutien renforcé aux enfants sont évidemment absolument nécessaires. Le maillage territorial des zones d'éducation prioritaire est aujourd'hui insuffisant. C'est un constat, je crois, assez largement partagé sur l'ensemble de nos bancs. La détermination du label par le collège de secteur n'est pas ou n'est plus efficace. Les écoles rurales, qui connaissent elles aussi des difficultés, s'en trouvent exclues. Mais il n'y a aucune raison d'opposer les écoles des quartiers et les écoles des campagnes en prenant des moyens aux unes pour donner aux autres. Comme le relevait le rapport Mathiot-Azéma, l'éducation prioritaire a fait l'objet d'un recentrage sur les zones de concentration de la difficulté sociale et scolaire, mettant de côté d'autres zones aux problématiques spécifiques, comme c'est le cas de certaines zones rurales, où l'éloignement des établissements est évidemment très important et se cumule à d'autres freins. Par ailleurs, même en ville, de nombreuses écoles ayant toutes les caractéristiques pour être en REP s'en trouvent exclues, car leur collège de secteur ne remplit pas les critères. Ainsi, que ce soit à la ville ou à la campagne, ces écoles dites orphelines n'ont tout simplement pas accès aux moyens supplémentaires auxquels pourtant elles pourraient légitimement prétendre. Vous annoncez vouloir répondre à ces défis en expérimentant un nouveau dispositif dans 3 académies à la rentrée prochaine. Nous craignons que le remède soit pire que le mal et que se joue finalement l'enterrement pur et simple de l'éducation prioritaire. D'abord, on voit mal comment on pourrait être relevé le défi d'un plus important maillage des réseaux d'éducation prioritaire, incluant y compris des zones rurales, à moyens constants. Nous voudrions d'ailleurs avoir des garanties que les REP+ sont véritablement sanctuarisés. Et que dire du calendrier ? À la rentrée 2021, les 3 académies de Lille, Aix-Marseille et Nantes appliqueront la réforme à titre expérimental, et ce jusqu'en 2024, avec un premier bilan en 2023. Qu'arrivera-t-il en 2022, au moment du renouvellement de la carte des REP ? Sera-t-elle à nouveau ajournée ? Je rappelle que sa révision aurait dû avoir lieu en 2019 et qu'elle a déjà été reportée. Nous pensons au contraire, pour notre part, que ce zonage devrait être réexaminé maintenant, en prenant en compte les difficultés engendrées par le confinement du printemps dernier et évidemment par les dégâts sociaux que produit la crise sanitaire. La contractualisation, qui serait désormais la règle en lieu et place du travail en réseau, nous interpelle aussi. Nous sommes favorables à une allocation des moyens prenant en compte la réalité concrète. Mais d'une part, l'application des critères
par les services de l'éducation nationale est souvent très technocratique. Et d'autre part, que se passe-t-il lorsqu'au bout des 3 années requises, les contrats locaux d'accompagnement ne sont pas reconduits ? Les établissements ayant signé un contrat avec le rectorat perdront-ils leurs accompagnements spécifiques ? Par exemple, des dédoublements ? Maintient-on ou pas le dédoublement dans une école qui n'est pas retenue pour mettre en œuvre un contrat local d'accompagnement ? Poser la question, c'est, je crois, malheureusement y répondre. Et pour cette durée, et pourquoi cette durée d'ailleurs ? Pensez-vous vraiment que c'est une durée suffisante pour que les différents acteurs parviennent à engager des dynamiques positives ? Beaucoup d'entre nous ici vous ont au contraire alerté sur la nécessité d'une stabilisation des équipes pédagogiques pour leur donner du temps de construire des projets solides, durables. De plus, la contractualisation porte en elle, à notre sens, le germe d'une mise en concurrence. Nous avons malheureusement de nombreux exemples en ce sens. Une commune rurale de mon département de Seine-Maritime s'est vue refuser l'obtention du label « École du numérique » au motif à peine voilé qu'elle est à classe unique alors que l'heure est au regroupement et qui sont un peu forcés parfois. D'autres communes qui envisageaient un projet de regroupement pédagogique avec le maintien de classes dans chacune des communes rurales ont elles aussi subi un rejet de leur projet par les services académiques pour qui le regroupement ne peut se faire qu'en un seul lieu, excluant toutes les autres communes avec les conséquences que l'on connaît. Comment éviter cette forme de pression et s'assurer que l'attribution des contrats ne répondra pas aux seules exigences académiques, mais aussi à celles des autres acteurs éducatifs de terrain ? Comment élargir les dispositifs permettant de donner plus à ceux qui ont moins ? Voilà la seule question qui devrait se poser, et tout particulièrement dans le contexte que nous vivons. Et cela passe par des moyens supplémentaires. J'évoquais tout à l'heure la carte scolaire. À la prochaine rentrée, les DHG vont aussi être une hécatombe dans les collèges et les lycées. Les enseignants se préparent à faire cours dans des classes de plus de 28 élèves, là où elles devraient se limiter à 24, voire 25. Et les heures supplémentaires prévues pour soi-disant compenser la baisse du nombre de postes ne sont pas effectuées pour un très grand nombre d'entre elles. Près de 12,5 millions d'euros de crédits dédiés à ces heures supplémentaires n'ont, par exemple, pas été consommés en 2019. On comprend mieux pourquoi, dans le Val-de-Marne, par exemple, un collège en REP attend depuis plusieurs mois un remplaçant pour une professeure d'histoire dont le congé court jusqu'en juillet prochain. Et on pourrait évidemment citer de nombreux exemples dans nos différents départements. Ou pire encore, pourquoi un élève de Seine-Saint-Denis perd en moyenne 1 an d'études entre la maternelle et le lycée, faute de remplaçants ? Je voudrais enfin évoquer la situation des personnels qui travaillent dans ces REP et REP+. Moins de 3 % des 2 milliards d'euros consacrés à la formation des enseignants sont destinés à ceux qui exercent en éducation prioritaire. C'est évidemment inversement proportionnel aux besoins. De même, il n'est pas du tout pertinent, à nos yeux, de fondre la prime REP existante au sein de la prime d'activité, sauf à vouloir peu à peu utiliser l'une pour pallier l'autre. Il est urgent, à notre sens, de relancer le processus de l'éducation prioritaire. En ce sens, nous proposons de cibler plus finement les établissements en s'attachant plus fortement au lieu de vie, en s'appuyant notamment sur les données sociales de l'Insee et des services communaux, en intégrant par exemple automatiquement dans les REP les écoles situées dans les quartiers politiques de la ville ou les communes qui perçoivent la dotation de solidarité urbaine ou la dotation de solidarité rurale. En dotant mieux ces écoles, nous éviterions sans doute plus efficacement les dérogations à la carte scolaire. Dans la même optique, il faut renforcer la formation des enseignants en REP et affecter plus de remplaçants. Je l'ai dit, cela demande des moyens de formation et des effectifs en hausse. Dans ce sens toujours, pourquoi ne pas envisager une pluriannualisation des attributions et des retraits de postes ? Voilà qui permettrait, par exemple, de remédier aux effets de seuil souvent évoqués. Cela inscrirait aussi les équipes pédagogiques dans la durée, permettrait d'anticiper d'éventuels mouvements de population et d'en finir avec ces décisions couperets qui déstabilisent toute la communauté éducative. Il est nécessaire aussi d'accorder des bonifications aux professeurs, de prévoir davantage d'infirmières.
Les collectivités locales doivent pouvoir être associées à la réflexion sur tous ces sujets. De même, les AESH et les assistants d'éducation, partenaires à part entière de l'éducation. On l'a dit et je conclus, Madame la Présidente, il y a urgence. La crise sanitaire mute en une crise sociale et nous craignons, avec l'expérimentation que vous lancez, Madame la Ministre, qu'il s'agisse davantage de tuer l'éducation prioritaire que de lui donner un nouveau souffle. Voilà, mes chers collègues, les éléments dont nous aimerions débattre avec vous ce soir. Merci.